Nous sommes le 29 octobre, bienvenue à tous. Merci de vous informer sur RTI 1. Le CHU de la commune de Yopougon va être réhabilité. Un peu plus de 40 milliards de francs CFA pour des travaux qui vont durer 36 mois afin de mettre l'infrastructure aux normes internationales. Les contrats pour ces travaux de réhabilitation ont été signés aujourd'hui. La 108e session du Conseil permanent de la francophonie ce mardi à Monaco. Le président de l'Assemblée nationale, président de l'APF, y a participé. Amadou Soumaoro fera une communication au cours de la 36e session de la conférence ministérielle de la francophonie et ce sera demain. Dans le domaine agricole, la filière soja bénéficie d'un financement de 46 milliards de francs CFA, un montant qui va être injecté par l'État de Côte d'Ivoire pour la relance du projet soja entrepris dans la région du Bafing depuis 1988, mais mis à mal par la crise post-électorale. Et puis au Liban, le Premier ministre Saad Hariri annonce sa démission. Après 13 jours de manifestations populaires marquées par de nouveaux heurts dans les rues de Beyrouth, la nouvelle a été accueillie par une foule en liesse. Bonsoir et bienvenue à tous. La primature a abrité ce mardi la cérémonie de signature des marchés de réhabilitation du CHU de la commune de Yopougon. D'une enveloppe d'un peu plus de 40 milliards de francs CFA, les travaux prévus pour 36 mois devraient permettre de mettre l'infrastructure aux normes internationales et fournir un service de qualité aux populations. Alexis Vedraogo. Dans 2 jours, le CHU de Yopougon sera entièrement fermé. 36 mois de travaux pour le mettre aux normes internationales et garantir la bonne santé des populations. Ce mardi à la primature, les signatures de marché pour la réhabilitation du CHU ainsi que la signature de marché pour la construction de 5 services neufs ont eu lieu. Il s'agit donc d'un marché public de conception de travaux et fourniture d'équipements médicaux et non médicaux pour la restructuration, la réhabilitation et l'équipement avec le groupe CTAOBU, bâtiment international, pour un montant de 40 milliards 819 millions de francs. Il concerne également 5 services neufs, à savoir un service neuf de traumatologie à l'hôpital général de Toumoudi, d'un service neuf des urgences à l'hôpital général de Daoukro, d'un service neuf des urgences au centre hospitalier régional de Séguéla, d'un service neuf d'imagerie médicale au centre hospitalier régional d'Abangourou et d'un noyau chaud à l'hôpital général de Bouna avec l'opérateur Agentis International pour un montant de 22 milliards 200 millions de francs. Et les partenaires se veulent rassurants. Donc on sera très heureux de démarrer les travaux le plus rapidement possible, je dirais juste en suivant la fermeture du CHU de Yopougon. On enchaînera immédiatement pour qu'il n'y ait pas de rupture et que le délai des travaux soit optimisé. La société Agentis est fière d'apporter modestement sa contribution au rapprochement de l'administration sanitaire des populations à l'amélioration des indicateurs de santé. La rencontre a vu la signature d'un accord de cession de terrain pour la construction prochaine de l'hôpital général de Yopougon Sud. Et on reste dans le domaine hospitalier avec la célébration de la lutte contre l'AVC. La première édition des Journées nationales de lutte contre l'accident vasculaire cérébral a permis aux acteurs de la lutte en Côte d'Ivoire de discuter des solutions en termes de diagnostic, de prise en charge et surtout d'actions de prévention. Jean-Marc Djadji. L'accident vasculaire cérébral AVC, c'est 40 à 80% des cas d'hospitalisation selon la Société ivoirienne de neurologie SIN. À l'armée, l'ONG AVC Espoir organise la première édition des Journées nationales de lutte contre l'accident vasculaire cérébral sous le thème AVC, la prévention, une priorité nationale. Les étourdissements, la perte soudaine de l'équilibre et de la vue sont entre autres des signes de l'AVC, une défaillance de la circulation sanguine qui affecte le cerveau. Il s'est imposé à nous la question de la prévention parce que nous nous sommes rendus compte que si effectivement nous connaissions les signes annonciateurs d'un AVC, beaucoup parmi nous auraient pris un certain nombre de précautions. Cette journée est l'occasion pour les professionnels de santé d'échanger sur la prise en charge des malades et les méthodes de prévention, axe prioritaire de la lutte contre l'AVC. Il se produit dans le monde un AVC toutes les 2 secondes. Quand vous avez une maladie grave qui est susceptible de laisser des séquelles importantes,
pour lesquels il y a très peu de traitements, mais uniquement des traitements d'urgence. La gravité fait qu'on est obligé de prioriser la prévention. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Aka Awele, a rappelé les actions du gouvernement dans la lutte contre cette pathologie. Notre pays s'est doté d'une politique nationale multisectorielle et multipartie de lutte contre les maladies non transmissibles. Notre pays a ouvert le premier institut de cardiologie à Abidjan dans la sous-région. Notre pays a adopté la loi anti-tabac en juillet 2019. Séance de dépistage gratuit à l'appui, les participants ont bénéficié des conseils pour la prévention, l'abandon du tabagisme, une consommation modérée d'alcool, la pratique du sport et un suivi médical régulier. Les journées nationales de lutte contre l'accident vasculaire cérébral s'inscrivent dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre l'AVC. Le président de l'Assemblée nationale, président de l'APF, est à Monaco. Amadou Soumaoro va faire une importante communication demain lors de la 36e session de la conférence ministérielle de la francophonie. Ce matin, il a participé à la 108e session du Conseil permanent de la francophonie. Abiba Dambélé Saoué. La principauté de Monaco accueille pendant 3 jours 2 importantes rencontres. Ce mardi, la 108e session du Conseil permanent de la francophonie et mercredi, la 36e session de la conférence ministérielle de la francophonie. Le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Amadou Soumaoro, participe à ces sessions de haut niveau avec à ses côtés 2 parlementaires ivoiriens. Nous avons abordé déjà les questions politiques, diplomatiques et économiques. Les questions politiques dans les différents pays de la francophonie. Par exemple, au Bénin, au Togo, au Mali et dans tous les pays de la francophonie, membres de la francophonie qui sont touchés par le terrorisme. Demain sera la conférence ministérielle de la francophonie. Et l'occasion nous sera donnée de parler de l'environnement, des inondations, de la rareté de l'eau potable. Le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, fera une importante communication au cours de la conférence ministérielle de ce mercredi à Monaco. Le Conseil permanent de la francophonie est l'instance chargée de la préparation et du suivi du sommet de la francophonie. Le prochain est prévu en Tunisie en 2020. Le Conseil permanent de la francophonie est placé sous l'autorité de la conférence ministérielle. Il fait partie, avec le sommet et la conférence ministérielle, des 3 organes décisionnels consacrés par la charte de la francophonie et présidé par la secrétaire générale de cette institution, Louise Michikiwabo. Le Salon du chocolat et du cacao, le plus grand événement dédié au chocolat et au cacao dans le monde, s'ouvre demain 30 octobre à Paris. Sur 5 jours, plus de 500 chefs pâtissiers, chocolatiers, professionnels, industriels et experts vont présenter toutes les richesses et les enjeux mondiaux autour du cacao. Pour le dîner inaugural qui se tient en ce moment même, en présence de la première dame Dominique Ouattara, elle, qui est la marraine de cette édition, va réitérer sa volonté d'arrêter le travail des enfants dans la cacao-culture. La filière soja occupe elle aussi une place importante dans l'agriculture ivoirienne. Elle a connu des difficultés, mais le président a pris l'engagement de la relance du projet soja, entrepris dans la région du Bafing depuis 1988. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural vient d'en donner le top départ. Ce sont 46 milliards de francs CFA qui vont être injectés. Kader Sogodogo. 2015, le président de la République, Alassane Ouattara, effectuait une visite d'État dans le district du Woroba. Un des vœux chers des populations était la relance du projet soja qui, de 1989 à 2002, était un atout économique indéniable. 16 000 hectares avec une production de 4 000 tonnes à Touba et à Odéné. Les emplois se comptaient par milliers. Ici, le soja, on fait le lait, on fait la sauce aussi, on fait des pâtés aussi avec ça. Ça sert à faire beaucoup de choses. Depuis fort longtemps, le projet était arrêté. Ça a fait qu'on avait des difficultés. Instruction ferme a donc été donnée au gouvernement pour relancer le projet. Cela est désormais une réalité. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani,
Accompagné de la secrétaire d'État auprès du ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, chargé de l'autonomisation des femmes, Miss Belmondo Dogo, et Moussa Sanogo, ministre auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, cadre du terroir, vient redonner vie au soja. Le président de la République a émis le vœu de pouvoir aider nos populations en mettant en place le projet Soja qui va leur permettre de disposer de moyens pour faire face aux besoins de tous les jours. Ça participe aussi de la politique sociale du gouvernement qui est de donner des moyens à nos populations afin que vraiment la pauvreté soit loin de nous. Un projet qui inclut le maïs. Financement total 46 milliards de francs CFA, dont 15 milliards du Trésor public ivoirien et 31 milliards du privé dans le cadre du Programme national d'investissement agricole PNIA 2. Les femmes ont ici une aubaine pour leur autonomisation. Nous disons merci au ministre de l'Agriculture parce qu'il sait mettre la femme au centre de son action. Et ce projet nous tient à cœur comme tous les autres projets qu'il a en cours. Et le secrétariat d'État sera toujours présent toutefois que le ministère de l'Agriculture demandera sa présence. Un jour nouveau se lève pour toutes ces populations. Le Bafing est une terre qui a de grandes possibilités en matière agricole. Et donc c'est la production agricole du pays qui va s'améliorer. Ce sont les revenus engrangés par nos populations qui vont également s'améliorer. Et puis, in fine, c'est le développement, c'est la part d'émergence aussi du Bafing que nous aurons à travers ce projet. Que dire quand le ministre de l'Agriculture, machette en main, se met à la tâche? Un bel exemple pour les apprenants de l'école agricole de Ferentela, visité pour l'occasion. Kobena Kwasi Adjoumani aura mérité cette daba, offerte par les femmes du village de Betako. C'est visible, la joie était au rendez-vous. On s'intéresse au transit routier inter-État. Les pratiques anormales sont en baisse sur le corridor Abidjan-Bamako. Il a été enregistré une vingtaine de postes de contrôle pour le premier trimestre 2019, contre 28 précédemment, soit une baisse de 27%. Pour rendre plus compétitif ce corridor, les acteurs du secteur ont décidé de rechercher des solutions. Noël Niagno. La fluidité des trafics routiers, le catalyseur à la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux. Sa gestion, une préoccupation majeure de l'Observatoire des pratiques anormales. Cet observatoire dresse des rapports trimestriels. Ainsi, le rapport du premier trimestre 2019 indique une baisse de postes de contrôle contrairement au constat 2018 sur la même période. 20 postes de contrôle en 2019 contre 28 en 2018, une baisse de 27%. Une avancée certes, mais du travail reste à faire. Nous notons une nette progression en matière de temps de contrôle, mais une régression sur le temps de contrôle. Et donc, ce qui ne rend pas notre corridor ivoirien particulièrement compétitif par rapport au corridor de Malanville à Cotonou. Voilà qui explique la tenue de l'atelier portant sur compétitivité du corridor ivoirien de transit, entraves et solutions techniques et institutionnelles. Les personnalités du transport multimodal du corridor Abidjan-Bamako, 99% du fret en transit ont consacré une journée à trouver les voies et moyens à mettre en œuvre pour rendre le corridor davantage fluide. Des exemples de solutions. Par exemple, l'autoroute du Nord, on ne doit pas avoir poste de contrôle. Pour nous, c'est barrage. Poste de contrôle, plus de 6 postes. Du moment que nous payons la route doit être fluide. Pour mémoire, l'Observatoire des pratiques anormales en Afrique de l'Ouest couvre 10 corridors et les données du premier trimestre 2019 ne prennent en compte que 6 corridors sur les 10, à savoir Abidjan-Bamako, Abidjan-Ouagadougou, Bamako-Dakar via Diboli, Bamako-Dakar via Moussala, Cotonou-Niamey et Bissau-Dakar. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes a eu un entretien avec le premier responsable de Nestlé Côte d'Ivoire. Ils ont parlé de l'Alliance pour les jeunes d'Afrique subsaharienne qui va se tenir très prochainement à Abidjan. 5000 jeunes sont ciblés dans ce programme à travers des stages de qualification et d'apprentissage. Cheikh Koné. 5000, c'est le nombre de jeunes bientôt impactés par cette initiative de la firme internationale suisse. Une initiative marquée par la tenue à Abidjan du programme mondial dénommé
l'Alliance pour les jeunes d'Afrique subsaharienne. Il vise à renforcer les synergies de création d'opportunités professionnelles pour les jeunes qui bénéficieront de stages, de qualification et de formation. C'est une alliance de grandes entreprises éco-citoyennes et citoyennes ici en Côte d'Ivoire et même de la sous-région. Et le but, c'est de se réunir ensemble, de se fédérer dans un certain sens pour travailler, jouer notre rôle, pour assurer que les questions d'employabilité des jeunes, qu'on fait ce qu'on peut faire en tant qu'entreprise. Pour la bonne marche de ce programme qui est à sa première édition dans un pays d'Afrique subsaharienne, le directeur général de la firme suisse a eu une rencontre avec le ministre en charge de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes afin de passer en revue tout le dispositif d'aide à l'employabilité des jeunes en Côte d'Ivoire et l'apport de son groupe dans les programmes nationaux d'aide à l'insertion des jeunes. Des panels seront ouverts à 200 jeunes pour le lancement de cette initiative prévue demain, mercredi. À l'issue des panels, la firme internationale et ses partenaires feront des propositions au gouvernement ivoirien pour améliorer l'employabilité des jeunes dans le cadre du programme social du gouvernement en son volet autonomisation des jeunes. Rappelons qu'à ce jour, le gouvernement, à travers le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, a mobilisé 346 000 opportunités d'emploi en termes de stages, de formation complémentaire et d'insertion. Une autre initiative pour l'autonomisation des jeunes à Azaguié dans l'Agné-Bichiassa. 200 jeunes Ivoiriens sont formés par l'État avec l'appui de l'Organisation internationale pour les migrations. Ils tournent ainsi le dos au phénomène de la migration irrégulière qui touche des milliers de jeunes Africains. Serge Coléa. Azaguié, 40 km au nord-est d'Abidjan, école des entrepreneurs. Centre de mise en œuvre du projet de réintégration des ex-migrants de retour au pays. L'initiative de l'OIM, l'Organisation internationale de la migration, en collaboration avec l'État de Côte d'Ivoire, est financée par l'Union européenne. Le programme, dans sa deuxième phase, concerne 150 jeunes ex-migrants. L'Eldorado, c'est ici. L'Eldorado, c'est ici. L'Eldorado, c'est ici. Une façon de galvaniser ces jeunes ex-migrants qui seront formés au métier du bâtiment, des travaux publics, de l'agriculture et de l'élevage. C'est le premier cours, le lancement du premier cours d'entrepreneuriat, un cours de mentoring, de coaching, et permettre à ces migrants qui ont pensé à un moment donné que l'Eldorado c'est de l'autre côté, leur dire que l'Eldorado c'est en Côte d'Ivoire. On a tout en Côte d'Ivoire, ils peuvent se réaliser ici. Et aujourd'hui c'est un nouveau départ. C'est une seconde chance pour Stéphanie, revenue il y a 2 mois d'une aventure en Libye. Tresseuse au marché de la Sikoji dans la commune de Yopougon, une amie à sa tante lui propose de se rendre en Libye avec la promesse de gagner beaucoup d'argent. Dans son voyage, elle affrontera le désert, subira emprisonnement et maltraitance avant de rejoindre Tripoli des mois plus tard, totalement désabusée. La femme m'a appris, elle m'a mis dans le travail de servante. Le métier qu'elle a dit que je partais faire, ça c'est notre cas. Quand je suis arrivée, elle m'a dit c'est comme ça. Quand on arrive ici, on cherche le travail dans les filles. Et quand le mois est fini, s'il n'est pas payé ton argent, il ne te paye pas, il prend son âme, il vient sur toi. Sors de chez moi, c'est comme ça. Si tu as la chance, il va dire, il va te déposer à la police, c'est comme ça. Le mois est fini, mon argent, ils m'ont déposé en prison, on dit je suis malade. Et puis je vais payer encore de l'argent pour sortir en prison. Parmi ces 150 apprenants, beaucoup ont tenté la migration irrégulière avec son lot de risques et de menaces sur la vie. Je suis arrivé dans la capitale libyenne. Donc dès qu'on est arrivé en même temps, il y a des gens qui se sont approchés de nous. Ils ont des bateaux, ils sont allés nous embarquer dans les maisons. On ne connaît même pas où ils nous ont envoyés. Donc on a fait plus d'1 mois, on ne mange pas. L'eau même pour avoir ces problèmes. C'est biscuits seulement mangé. 2 jours après, j'ai appelé la famille. Ils nous ont expliqué au moins 500 000 pour qu'ils puissent payer le bateau pour rentrer en Italie. Donc c'était un coup. Dans le premier bateau qu'on devrait monter dedans, la gendarmerie est venue nous attraper. Ces ex-migrants seront formés pendant 6 mois pour se trouver une voie. D'abord, la formation, on les finance. Ils sont équipés. À la fin, le projet a sorti des kits d'installation. Pour ceux qui sont de la production animale, ils ont des fermes. Ceux de la production végétale, ils ont des serres. Et ceux qui sont dans le bâtiment, ils ont des kits pour aller affronter le marché de l'emploi. Et je pense que je n'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. Lancé en 2018, le projet de réintégration des ex-migrants de retour au pays porte déjà ses fruits. Malgré son diplôme de délégué médical, Julien Kwame avait tenté l'aventure. J'ai choisi l'option animale.
Nous sommes aguerris, nous maîtrisons de A jusqu'à Z, les poussins jusqu'à la commercialisation. Donc je suis tellement fier de mon retour depuis Algérie. De son côté, Malika et 11 autres ex-migrants se sont mis ensemble pour travailler la terre. Désormais bien formés, ils ont définitivement mis une croix sur l'aventure pour s'intéresser à l'agriculture. Aujourd'hui, ces ex-migrants voient les choses en grand. L'agriculture, ça nourrit son homme. Je vais donner un exemple. Quand tu investis dans banane, au-dessus de 600 000 par exemple, tu fais les dépenses de banane, tu peux te retrouver avec 3 millions. Au bout de 3 mois, on a fait 25 hectares de palmiers. Les 25 hectares déjà, ça nous va autour de 30 millions. À ce jour, 200 ex-migrants sont pris en compte dans ce programme qui vise à freiner la migration irrégulière, mais surtout à donner des raisons aux ex-migrants de ne plus reprendre la route de l'aventure. De mes débuts, moi je pleurais quand je suis venu comme un enfant. Parce que ma propre famille, mes amis, c'est comme une moquerie quoi. Je me sentais un peu frustré. Il dit pourquoi je suis venu alors? J'ai pleuré comme un gamin. Quand on m'a appelé dans le projet, bon, ça m'a soulagé un peu. Ça m'a soulagé. J'ai vu que bon, quand même, avec ce projet, j'espère un avenir meilleur. Mon rêve, c'est d'être un technicien agriculteur. C'est-à-dire, comme on appelle communément un fermier, mais professionnel cette fois. Pas un fermier qui fait la débrouillardise ou bien un fermier du commun du mortel. Je vais être un professionnel et avoir un bâtiment et puis coacher des personnes parce que j'ai reçu une très bonne formation à l'ISIAE, l'école des entrepreneurs. À Azaguié, l'espoir de réussir sa vie dans son pays est redevenu possible pour ces centaines de jeunes ex-migrants. Pour eux, l'Eldorado, c'est bien ici et nulle part ailleurs. La recherche de l'égalité des sexes est au cœur de l'action de la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes. Belmondo Dogo est en tournée à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Elle y rencontre les femmes du monde rural. Amy Sissoko. Pas de course et ferme. Belmondo Dogo sur le terrain à Korogo. La secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes fait le choix de la proximité pour cerner tous les contours des activités socio-économiques des femmes du Poro. Première étape, Tioro, à 11 km de Korogo, rencontre avec la coopérative des apicultrices. Leur doléance, bénéficier d'encadrement pour produire 2000 à 50 000 litres de miel par saison. Ça, c'est le lève-cadre. Et si vous voyez, il y a une naguette au niveau de la barrette que nous avons. Et sur chaque barrette, il y a un gâteau de miel. La visite se poursuit au quartier Koko à Korogo avec les maraîchères. À chaque étape, Belmondo Dogo cherche à comprendre le processus de production. Elle critique et fait des propositions. Elles nous ont dit qu'elles avaient des difficultés à irriguer ce vaste champ qui est à perte de vue. Elles avaient des difficultés, je dirais, d'écoulement parce qu'elles ont dit dans le temps, il y a des années de cela, elles étaient en contact avec Agripac qui, lorsqu'elles produisaient, prenait toute la production et acheminait vers Abidjan. Donc elles n'arrivent plus à acheminer la production vers Abidjan. Nous avons promis apporter des solutions d'irrigation parce que nous avons un barrage à 2 pas et nous allons trouver aussi d'autres solutions pour l'acheminement de la production de nos mamans vers Abidjan et vers les grandes villes. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Notre chouette, c'est ça. Nous, on fait ça pour scolarité des enfants et puis nourriture des enfants. Nos maris sont décédés, les enfants sont dans nos mains. Encore 3 groupements à voir. Et cela n'entache en rien la bonne humeur de la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes. La journée s'achève, mais vu l'urgence des défis pour l'autonomisation de la femme, Belmondo Dogo ne peut s'arrêter. Des femmes du marché de gros de vivriers aux productrices de beurre de karité et associations féminines de toutes les couches socio-professionnelles, toutes égrènent à la secrétaire d'État leurs difficultés du quotidien. On veut un bon financement et moderniser le travail de l'activité parce que c'est un travail qui est très pénible. Je voudrais rassurer les femmes du monde rural. Le président de la République accorde une importance particulière à la femme du monde rural. Elles ne sont pas les laissées pour compte, elles sont plutôt le grenier de la Côte d'Ivoire. Nous voulons leur dire que si ce secrétariat existe, il existe parce que les femmes du monde rural doivent prendre toutes les places. Et nous devons faire en sorte que ces femmes-là soient le levier du développement de la Côte d'Ivoire.
Sortir les femmes de l'informel, la priorité de la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes. À chacune de ces rencontres, Belmondo Dogo n'a pas manqué de rappeler aux femmes la nécessité de se regrouper en coopérative ou association en vue de bénéficier de prises en charge. L'actualité politique nous mène dans la région de la Nawa. Le président du Sénat y a effectué une tournée. À Buyo, Méagui et Soubré, Jano Aoussoukwadio a animé des meetings pour inviter les populations à adhérer aux idéaux de cohésion, de paix et de développement de son parti, le RHDP. Léon Pro. Soubré, place d'Envahi. Devant plus de 4000 personnes, le président du Sénat installe officiellement le bureau de Nzolié, l'association des Baoulés pour la cohésion sociale, la paix et le développement. Nzolié, aussi la marque de l'enracinement du RHDP et de ses idéaux dans la Nawa, fait remarquer autant à Soubré qu'à Buyo et Méagui, le président de la région. Si ailleurs c'est bouclé, ici c'est déjà tout à fait géré. Géré parce que nous avons déjà vu demain. Ne nous arrêtons pas à aujourd'hui, nous avons vu déjà demain. Ce tandem, en raison du développement impulsé à la Nawa, à l'instar de la Côte d'Ivoire entière par le chef de l'État, ne doit pas manquer, selon le président du Sénat, par la que Jano Aoussoukwadio appelle à consolider pour les élections de 2020. Toute politique qui vise à effrayer ses concitoyens est une mauvaise politique. Toute politique qui vise à créer l'angoisse de la population est une mauvaise politique. Apprenons à nous élever au-dessus de nos petits égos. Le président Houphouët-Boigny parlait des vilains sentiments. La méchanceté, l'égoïsme, la haine. Fermons la porte à ces vilains sentiments afin que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens puissent vivre dans la confiance. Le vice-président du RHDP exhorte également à la réunion autour du président Alassane Ouattara, les oufouettistes avec en premier chef le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié. C'est ensemble, en accord, nous tous, avec le président Henri Konan Bédié, avec le PDCI, qui est comptable de tout ce qu'Alassane Ouattara a fait en Côte d'Ivoire. Le PDCI est comptable. Le PDCI ne serait se soustraire à 2 ans de la fin du mandat du président Ouattara pour dire on n'est plus dedans. Il s'agit pour son ex-parti, toujours selon lui, comptable des acquis du RHDP, de reprendre sa place dans ce groupement dont il a posé les fondements, a aussi expliqué Jano Aoussoukwadio aux 2000 et 3000 personnes de Méagui et Buyo. Quittant la Nawa pour la région du Nzi, le centenaire de l'évangélisation de l'église catholique y a été célébré. L'événement a réuni à l'église Saint-Joseph de Dimbokro, le clergé du diocèse de Yamsokro et plusieurs autorités politiques et administratives. Franck Quadio. 1916-2019, 103 ans que la graine de l'évangélisation a été plantée dans la région du Nzi. La paroisse catholique Saint-Joseph de Dimbokro marque une pause et rend grâce à Dieu. Dans son homélie, Monseigneur Alexis Touabli, évêque du diocèse d'Agboville, a invité les fidèles à être des chrétiens engagés. Après 100 ans de marche, paroissiens et paroissiennes de Saint-Joseph de Dimbokro, passez à la vitesse supérieure. Soyez ardents, engagés, zélés même. Dans l'allégresse et la joie nourrie de l'Eucharistie, ils sont venus de toutes les villes de la Côte d'Ivoire pour célébrer ces noces d'eau. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons nous inspirer du chemin des dévanciers, ceux qui ont tracé les sillons de l'espérance. Et en tant que fils de la région du Nzi, avec la grande espérance que nous avons eue avec la visite du chef de l'État, il nous appartient de reprendre le flambeau pour construire une Côte d'Ivoire de paix, une Côte d'Ivoire rassemblée, une Côte d'Ivoire d'amour et de tolérance. Pour célébrer ces 103 ans, une maison du centenaire bientôt construite. Les travaux à hauteur de 40 millions de francs CFA seront pris en charge par le président de la République, Alassane Ouattara, a annoncé le ministre Paulin Daou. Une action saluée par tous à laquelle s'ajoutent 5 millions de francs CFA offerts par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly en guise de soutien.
Et on part au Liban pour terminer. Le Premier ministre Saad Hariri annonce sa démission. Au 13e jour de manifestation populaire, marquée par de nouveaux heurts dans les rues de Beyrouth, son intervention a été accueillie par une foule en liesse. Le pouvoir n'avait jusque-là fait aucune concession face à ces mouvements qui réclamaient une démission d'un gouvernement qualifié de corrompu. Et c'est tout pour ce journal. Bonsoir à tous.